Bonjour à tous et bienvenue au jour 2 de ce salon. Donc on est ensemble pour 45 minutes. Je vous invite à poser des questions. On aura des présentations, un dialogue. On y verra après par la fin pour 10 à 15 minutes de questions-réponses. Bien évidemment, si votre question vous taraude, n'hésitez pas à intervenir en plein milieu et puis on en fera une discussion collective. Donc pour ma part, je m'appelle Anis Msadek. Je suis directeur au sein du cabinet Deloitte dans la pratique stratégie en énergie. Le nucléaire, on va parler aujourd'hui du nucléaire et SMR en particulier, MMR. Le nucléaire, bon, était reconnu comme énergie stratégique dans la lutte contre le changement climatique et les dérèglements climatiques. COP28, COP29 a rallié un certain nombre de pays, plus d'une trentaine, pour le triplement de la capacité nucléaire au niveau mondial et les efforts de décarbonation. C'est reconnu comme une source d'énergie fiable, performante, décarbonée, et avec les SMR, bon, décentralisée. Donc faire des solutions plus petites, qu'on rapproche de zones, là où la consommation d'électricité ou d'énergie est demandée, voire pour même des industriels à titre propre. L'intérêt était croissant, on voit depuis les 5-6 dernières années un engouement croissant pour les SMR, un nombre de start-up qui augmente partout dans le monde, aux US, en Asie, en Europe, en France, avec un écosystème très actif. Et puis on aura des représentants aujourd'hui et dans le salon aussi, que vous pouvez rencontrer pour comprendre un petit peu plus leurs solutions et leurs stratégies. Et puis, en fait, une mobilisation croissante, non seulement des solution developers, mais aussi le régulateur, des investisseurs, des assureurs, la filière qui se mobilise. Et donc aujourd'hui, on pourra explorer les différentes dimensions avec le panel qu'on a aujourd'hui, sur plusieurs dimensions qui vont un peu lister les facteurs clés de succès et comment passer de l'idée à la réalisation et de la réalisation à la croissance industrielle. On compte, l'IAEA liste plus de 80 modèles ou design de SMR. On peut en compter plus d'une centaine en fonction des différents degrés de maturité de ces solutions. Et comme je disais, à travers le monde, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Et plusieurs stratégies, plusieurs designs, Gen 3+, Gen 4. Et donc, pour mieux comprendre les différentes technologies, comprendre un peu où on en est, les enjeux clés, et surtout répondre à vos questions. Je m'adresserai à notre panel et à qui je vais donner la parole progressivement pour à la fois vous introduire et puis donner un premier avis. Donc d'abord Emmanuelle, merci de nous rejoindre, enseignante chercheuse, et tu nous diras un peu plus sur quoi tu travailles et ton leitmotiv. Peut-être peut nous éclairer, nous donner un petit peu une première vue sur la filière, où on en est, la différence entre SMR, AMR, et puis pourquoi est-ce qu'on a autant de design et où est-ce qu'on va. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je m'appelle Emmanuelle Galichet, je suis enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis aussi présidente d'une association qui essaye de promouvoir la mixité dans les métiers scientifiques et techniques, qui s'appelle WIN France, Women in Nuclear, et nous sommes donc évidemment en France. Alors pour parler du sujet des petits réacteurs, effectivement, qui est très en vogue aujourd'hui, aussi bien en France qu'à l'international, il faut essayer de se placer dans plusieurs dimensions en fait. Vous avez aujourd'hui un parc mondial où presque 98% des réacteurs sont des réacteurs à eau de grosse taille et sont en général des réacteurs à eau pressurisés. Dans les petits réacteurs, on est allé vers essayer de regarder toutes les autres solutions pour faire un réacteur, le cœur du réacteur, pour le faire un petit peu différemment et pour adresser des usages qui aujourd'hui sont très peu adressés finalement par l'énergie nucléaire. Alors je vais commencer par les usages. En fait, vous avez évidemment l'électricité électronucléaire, dont vous connaissez évidemment toutes et tous l'utilisation en France et à travers le monde. Mais l'énergie nucléaire n'est pas qu'une électricité bas carbone. Elle peut aller bien au-delà de produire d'électricité, et elle peut par exemple produire de la chaleur bas carbone. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que vous savez que dans un mix énergétique, finalement, l'électricité, c'est à peu près 25%. Aujourd'hui, on veut augmenter ce pourcentage, mais aujourd'hui, c'est
c'est autour de 20-25%. Tout le reste, c'est de la chaleur. Alors, il y a la mobilité, évidemment, avec les hydrocarbures, mais si on regarde les deux vecteurs énergétiques, c'est bien la chaleur et l'électricité. Donc, la chaleur, aujourd'hui, elle est à 60% très très carbonée, hein, évidemment, et donc elle n'est pas si facile que ça à décarboner. Et l'énergie nucléaire, vu qu'un réacteur nucléaire, avant d'être un producteur d'électricité, c'est une cocotte minute, hein, qui fait chauffer de l'eau et qui fait de la vapeur d'eau, eh bien vous pouvez utiliser cette vapeur d'eau à une certaine température. On verra évidemment que tous les concepts, toutes les solutions n'adressent pas les mêmes températures, mais en tout cas on peut faire de la chaleur. Et ça, c'est assez nouveau en France. Nous avions aujourd'hui un exploitant unique, EDF, qui est un électricien, et donc il n'est pas un plombier. Donc on a l'habitude de dire qu'effectivement EDF s'est concentré sur l'électricité. Aujourd'hui, il faut qu'on se concentre également sur la chaleur, et ça, s'ouvre tout un marché nouveau et une organisation industrielle nouvelle pour aller adresser cette problématique de la chaleur. Ça, c'est pour la France. À l'export, évidemment, vous avez des pays qui n'ont pas les épaules financières pour acheter des gros réacteurs. Un petit réacteur, ça pourrait être intéressant pour eux, pour de l'électricité ou de la chaleur. Et puis, il y a des pays qui n'ont pas de réseau électrique assez fort, comme nous l'avons, nous, en Europe, pour soutenir des productions à 1 gigawatt électrique. Donc il y a plein de possibilités, évidemment, pour les usages de l'énergie nucléaire. Le dernier, et je m'arrêterai là pour l'instant, c'est aussi la propulsion marine, la propulsion maritime plutôt. C'est un enjeu assez important, hein, puisque vous savez que le commerce maritime, c'est 80% hein, du commerce mondial. Et aujourd'hui, là, pour le coup, c'est vraiment très, très carboné, avec des exigences de réglementation internationale très fortes dès 2026, où il va falloir vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre et des pollutions qui vont avec la propulsion maritime. Et donc, un certain nombre de grands industriels du maritime se penchent sur des solutions nucléaires pour propulser leur cargo, leur navire. Vous le savez peut-être pas, mais en fait la propulsion c'était la première utilisation dans les années bien avant la guerre et puis les armes et l'électricité. Le premier usage de l'énergie nucléaire c'était bien la propulsion, et c'était la propulsion des sous-marins américains. Voilà. Merci Emmanuel. Et puis pour compléter, effectivement, on parlait de plus de 100 designs dans le monde. C'est aussi tiré par les différentes applications. Donc absolument. Le maritime, mais aussi les data centers. On verra les applications industrielles, avec ici deux intervenants représentants justement de cette filière qui adresse la production de chaleur, la décarbonation de la chaleur. Juste pour finir, parce que j'ai oublié de parler la différence entre SMR et AMR, parce que ça c'est quand même fondamental. Aujourd'hui, on a pris la décision entre guillemets en France d'avoir les SMR qui sont des petits réacteurs des gros, c'est-à-dire je fais une miniaturisation des gros REP, nos réacteurs à eau pressurisée, et donc je vais garder une technologie que je connais déjà au niveau grandeur. Et puis tous les autres qui essayent d'aller adresser des concepts un peu différents, donc vous allez voir ici évidemment deux représentants, eh bien on va les mettre dans ce qu'on appelle les Advanced Modular Reactors, bien que Calogena veuille être dans la partie SMR, parce qu'ils essayent justement d'être le plus proche possible de la filière industrielle actuelle. Mais on va dire que tous les concepts qui sortent un petit peu des réacteurs à eau pressurisée, ils ont quelque chose qui sont un peu advanced, c'est-à-dire avec un petit peu d'innovation, voire encore des crans au niveau recherche fondamentale à chercher. Voilà. Très bien, merci. Et l'innovation, tant du point de vue technologique que sur les business models ou comment adresser les différents marchés. Julien, représentant de Calogena, je te laisse te présenter et peut-être prendre un peu de temps pour présenter votre concept et nous dire un peu comment vous vous positionnez et le type de modèle d'affaires en tout cas que vous envisagez. Très bien, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Julien Dereux, directeur général de Calogena.
Calogena, c'est une filiale du groupe industriel Gorgé. Gorgé, c'est un groupe qui fait environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 personnes, présent dans les secteurs de haute technologie, on est présent dans l'impression 3D, également présent dans le nucléaire depuis plus de 20 ans sur les aspects sûreté et sécurité. Et on est également présent sur la partie drone maritime avec des applications civiles et militaires, notamment dans la lutte des mines sous-marines. Donc effectivement, je ne peux que souscrire au constat qui a été fait par Emmanuel. L'enjeu, en particulier en France, sur la décarbonation, elle n'est pas tellement sur l'électricité. On a la chance d'avoir une électricité très fortement bas carbone par rapport à nos voisins européens. L'enjeu en France, mais également en Europe, c'est de décarboner la chaleur et les transports. Et donc sur la chaleur, ça a été rappelé, qu'est-ce que fait une réaction nucléaire ? Ça fait avant tout de la chaleur. Et donc, nous, ce qu'on vit, c'est de récupérer plus de 99% de cette chaleur et de l'injecter sur un réseau de chaleur. Pourquoi les réseaux de chaleur, finalement? Les réseaux de chaleur, c'est quelque chose qui est quand même... Alors, peut-être ici, les gens connaissent, mais c'est assez peu connu, sinon, par le citoyen moyen français, parce qu'on est en retard en France sur les réseaux de chaleur par rapport à nos voisins européens. Or, la chaleur se découpe en plusieurs éléments. Il y a d'abord la chaleur industrielle, et Jimmy va en parler dans un instant. Mais 80% des besoins en chaleur, c'est du chauffage. C'est du chauffage pour chauffer le tertiaire, pour chauffer nos immeubles et nos habitations. L'enjeu, bien sûr, c'est de massifier le besoin pour être capable d'adresser ce besoin en chaleur. Et pour le faire, on a besoin des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, en France, on a 7% des personnes qui sont raccordées à des réseaux de chaleur. Dans d'autres pays européens, notamment les pays nordiques ou les pays d'Europe de l'Est, on peut atteindre 40, 50, voire 60% de la population qui est raccordée à un réseau de chaleur urbain. Pourquoi c'est important? C'est important parce que on parle beaucoup de bas carbone, mais il y a certains pays déjà aujourd'hui qui sont un cran plus loin. Ils sont plus dans le bas carbone et ils disent il faut devenir sans combustion. Parce qu'on peut avoir tous les débats analytiques qu'on veut sur la façon dont on comptabilise le CO2 qui est émis, est-ce qu'il est biogénique, comment est-ce qu'il est absorbé, etc. Un gramme de CO2 qui est émis dans l'atmosphère, il est émis dans l'atmosphère. Donc il y a certains pays, notamment la Finlande, qui sont déjà à un stade plus avancés, qui disent nous on est déjà bas carbone parce qu'ils ont beaucoup de biomasse, d'ailleurs ils ont du bois, ils en ont à plus savoir quoi en faire en Finlande, mais ils disent nous on veut arrêter de détruire notre puits de carbone, on veut devenir combustion free. Donc ils sont déjà à un stade plus avancé. Et donc ils ont eux-mêmes défini leur objectif avec notamment la ville d'Helsinki qui a dit nous on recherche 400 MW de nucléaire pour se chauffer. Donc c'est un appel d'offres là qui est en cours. Il y a une autre ville en Finlande qui s'appelle Kuopio et qui a dit nous aussi au milieu des lacs en Finlande qui a dit nous on veut au moins 100 MW de nucléaire pour se chauffer. Donc ce dont on vous parle ici, c'est pas de la science-fiction, c'est pas quelque chose qu'on verra d'ici 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Il y a une vraie demande aussi du marché pour ces solutions qui deviennent complètement combustion free. Nous, comment est-ce qu'on s'insère dans ce cadre-là? On développe une solution, un petit réacteur de 30 MW. 30 MW, c'est très très petit, c'est en tout cas pour du nucléaire. Moi, je n'aime pas le terme, je suis désolé pour mes collègues, je n'aime pas le terme de SMR, parce que SMR, il y a plein de choses différentes. Il y a des gros SMR, comme ceux qui sont développés par Neward, 400 MW. On est 5 fois plus petit qu'un EPR. Mais nous, on est 30 fois plus petit qu'un Neward. Donc un Neward est plus proche d'un gros EPR que nous ne sommes proches d'un Neward. Donc c'est comme le cas de Jimmy aussi, nous on est plutôt dans la catégorie des micro-réacteurs. Et on pense que c'est important effectivement d'avoir cette distinction parce que pour atteindre les besoins en chaleur qui sont des besoins extrêmement locaux, il y a évidemment un enjeu d'être assez petit pour pouvoir adresser un marché qui est effectivement conséquent. D'où ce choix d'avoir une chaudière nucléaire de 30 MW qui représente en fait l'équivalent d'une centrale biomasse de 30 MW et qu'on va être capable d'installer à proximité des villes. On est sur une technologie, ça a été dit par Emmanuel, tout à fait éprouvée, on est sur un réacteur à eau. Nous, notre stratégie, c'est d'utiliser
le moins d'innovation possible. Notre innovation, c'est une innovation de marché, c'est pas une innovation technologique. Le nucléaire, je pense que vous êtes tous convaincus, c'est une industrie de haute technologie, c'est compliqué. Donc on veut prendre que des solutions éprouvées. Le combustible, c'est le même que celui qui est dans les réacteurs type EDF. Donc vraiment le moins d'innovation technologique possible, pour aller le plus vite possible adresser un marché qui est en demande forte de solutions qui permettent d'avoir une stabilité du prix dans le temps. Ça, on n'en parle pas assez non plus. La stabilité pour les municipalités qui ont des réseaux de chaleur, la stabilité du prix, c'est un point qui est extrêmement important. À part les solutions nucléaires, il n'y a que la géothermie qui est capable d'offrir cette stabilité de prix dans le temps. Mais également les aspects de souveraineté. C'est rappelé depuis 2022, les enjeux de souveraineté sont absolument critiques. Même si l'uranium ne vient pas de France, on a 8 ans de stock d'uranium en France, donc on n'est pas à la merci d'un tyran à l'extérieur, parce qu'on n'aurait que 3 mois de réserve de gaz. Donc ça, c'est un aspect qui est également très très important. Enfin, un dernier mot peut-être sur la technologie. Je disais que des technologies éprouvées et surtout, parce que tu as mentionné le terme de cocotte, le nucléaire c'est finalement un peu une cocotte minute. Nous, on est une cocotte minute, basse température, basse pression. Un réacteur EDF, hein, c'est quoi? C'est 320 degrés, 155 bars. Nous, c'est 110 degrés, 6 bars. Donc vous voyez, nous, c'est vraiment une petite bouillotte. Ça suffit pour adresser plus de 90% des réseaux de chaleur. Je vous remercie. Alors, juste peut-être quelques follow-up questions pour bien comprendre votre positionnement. Donc c'est développement du concept, fabrication. Il y a une question sur le business model, c'est ça? Oui, et puis fabrication, est-ce que vous allez être opérateur du modèle? Est-ce que vous avez différentes options en fonction de ce que demandent vos clients? Tout à fait, il y a différentes options. Nous, l'enjeu à terme, c'est de devenir nous-mêmes exploitants nucléaires. Donc on est concepteurs, constructeurs et à terme exploitants. On n'a pas vocation à financer les installations. Ça, c'est un business qui est différent, c'est un business d'infrastructure. Donc il y aura des sociétés ad hoc qui vont être créées. On fera monter au capital soit des municipalités qui veulent investir dans le moyen de production, soit des exploitants de réseau de chaleur qui nous dit qui sont intéressés pour investir là-dedans. Donc nous, on construira, on met en service et ensuite on propose un service d'exploitation. Donc ça, c'est le modèle, je dirais, générique. En Finlande, les clients avec qui on traite en ce moment envisagent eux-mêmes de devenir exploitants nucléaires. Dans ce cas-là, on serait que concepteurs et constructeurs de la solution. Ça me permet aussi de rappeler un point qui est important, parce que j'ai parlé beaucoup de la Finlande. En France aussi, on a eu la chance, le Conseil de politique nucléaire nous a alloué un premier site dans le sud de la France, qui sera notre premier de série. Et on a également une lettre d'intention d'une municipalité française qui est très intéressée par notre solution. Donc la France peut rattraper les pays pionniers sur les réseaux de chaleur. Très bien, parfait. Peut-être une autre follow-up question et puis Mathilde, ensuite on te donnera la parole pour présenter le concept Jimmy. Donc entreprise française, parler de marché d'export, en tout cas de marché européen. Quelle est l'importance pour vous d'être ancré en France, de prouver que ça marche en France, d'avoir des clients en France? Est-ce que ça vous aide en fait pour pouvoir vous exporter dans les autres pays européens? Est-ce que c'est nécessaire? C'est indispensable. C'est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, le savoir-faire français dans le nucléaire, il est unique en Europe. Il n'y a pas d'autre pays qui a le savoir-faire qu'on a sur le nucléaire. C'est un atout. C'est une filière industrielle qui est absolument structurante dans le paysage économique. Pendant trop longtemps, on a hésité sur ce qui devait venir de cette filière. Heureusement, on a relancé ça en 2022. On a des compétences vraiment de premier plan en France. Et donc ça, c'est un gage de crédibilité extrêmement important. Ensuite, le fait effectivement d'avoir des clients en France, ça nous permet effectivement de lancer la machine, sachant que notre marché, c'est un marché européen, comme j'exposais précédemment. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos clients, par exemple en Finlande, ce qui est important pour eux, ils l'ont déjà démontré avec le PR, ils sont prêts à prendre une solution qui soit finalement une innovation de marché assez importante, mais ils veulent avoir la certitude qu'ils ne vont pas être les seuls à acheter cette solution. Et donc le fait de dire qu'on est effectivement présent en France, qu'il y a le support du gouvernement français pour ce genre de solution, c'est absolument indispensable. Très bien. Merci beaucoup Julien. Mathilde,
Je te passe la parole pour nous présenter un peu le concept Jimmy. Alors j'étais toujours curieux pourquoi Jimmy, peut-être nous expliquer un petit peu l'origine du nom, et puis nous présenter, comme Julien l'a fait, un peu votre solution, votre positionnement, le business model que vous avez choisi. Très bien, merci beaucoup Anis. Bonjour à tous. Donc en effet, moi Mathilde Grivet, donc je suis la cofondatrice et la directrice générale de Jimmy. Jimmy, on est une start-up industrielle qui a été créée en 2020. On est maintenant à peu près une centaine de personnes à Paris. Et on a été financé à la fois par des investisseurs privés, mais aussi par un soutien de l'État à hauteur de 30 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030, qui a été mentionné par Julien tout à l'heure. Et donc ce soutien, suite au Conseil de politique nucléaire dont parlait Julien, devrait se poursuivre. Je ne vais pas revenir sur le sujet de la décarbonation de la chaleur parce que je pense que ce premier message a déjà largement été passé. Mais en effet, Jimmy, on s'attaque aussi au sujet de la décarbonation de la chaleur et pas de l'électricité. Et avec un angle qui est complémentaire, je dirais, à celui de Calogena, puisque nous, on s'attaque à la chaleur industrielle. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais aujourd'hui, les process industriels sont extrêmement consommateurs de chaleur. C'est les 3/4 en fait de l'énergie consommée par l'industrie qui est sous forme de chaleur. Et cette chaleur, elle est très compliquée à décarboner, en particulier parce qu'elle est souvent à des puissances élevées et surtout à des températures très élevées. Et quand on veut faire de la chaleur à 200, 500, 800, 1000 degrés, en fait, on se rend compte que des alternatives décarbonées sont très très rares et par ailleurs, elles peuvent être extrêmement chères, comme l'hydrogène aujourd'hui, sur lequel on a quand même des vrais sujets de rendement qui posent question sur son application à terme pour l'industrie. Donc nous, on s'adresse à ce problème de la décarbonation de l'industrie, puisque aujourd'hui, on a une industrie en France qui dépend donc à 80% du gaz pour sa chaleur. Et le problème, c'est que ce gaz, il est fossile, donc extrêmement polluant. Comme il est polluant, il s'assortit évidemment d'une fiscalité carbone qui commence vraiment à prendre en étau les industriels et qui crée en plus énormément d'incertitudes parce qu'en fait personne ne sait vraiment ce qui va advenir du prix de la tonne de carbone, donc tout le monde est complètement dans le flou. Et enfin, on est sur un marché sur lequel les prix sont très volatiles et qui sont aussi très soumis évidemment au contexte international. Et donc tous les industriels ont souffert typiquement en 2022 de l'agression russe en Ukraine. Donc ce problème de la chaleur industrielle aujourd'hui, il est assez peu connu, mais en fait, il est très massif et il est complètement insoluble. Et donc face à ça, on s'est rendu compte que, comme le disait Julien, la fission nucléaire évidemment est une réaction qui fait d'abord de la chaleur. Et donc toute la question qu'on s'est posée en 2020 en créant Jimmy, c'est est-ce qu'en fait on peut reprendre le concept de fission nucléaire pour aller l'apporter sur un site industriel et remplacer les brûleurs à gaz. Donc ça c'est notre objectif. À partir de là, le nucléaire est une industrie suffisamment complexe pour qu'on essaye d'innover le moins possible. Et donc l'objectif est aussi de reprendre une technologie éprouvée. Alors on ne prend pas une technologie à eau comme celle des réacteurs à eau pressurisée d'EDF ou comme celle de Calogena. Nous on a une techno qui s'appelle le HTR, donc High Temperature Reactor. C'est une technologie fondée donc sur toujours du combustible qui est de l'uranium, un modérateur qui est du graphite et ensuite on a un fluide qui va souvent être du gaz, en notre cas de l'hélium, qui va venir chercher la chaleur du réacteur pour la transporter. La technologie HTR, elle date des années 60. Elle a été d'abord développée en Allemagne, ensuite en Angleterre et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a des réacteurs HTR qui sont en opération en Chine et au Japon. Donc elle est moins connue en France. Elle a assez peu été développée pour des usages industriels de production d'électricité parce qu'en fait, elle prend pas mal de place. Donc si on veut faire la puissance d'un réacteur EDF avec la technologie HTR, on se retrouve avec une centrale totalement surdimensionnée. Mais en revanche, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle est très chaude. Donc on peut faire de la chaleur jusqu'à 500 degrés. Ensuite, elle est très sûre. On parle souvent d'une sûreté passive. Alors, je rentrerai pas forcément trop dans les détails techniques, mais il y a une forme d'autorégulation naturelle du réacteur en fait qui va pouvoir s'étouffer automatiquement en cas d'excursion de puissance et qui va ensuite pouvoir se refroidir de manière passive, donc sans qu'on ait besoin activement d'avoir une pompe ou un système de refroidissement actif. Voilà, donc le concept de Jimmy consiste à installer ces petits réacteurs d'une puissance de 30 enfin je dis 30 puisque c'est le premier cas qu'on regarde, mais en réalité plutôt entre 20 et 60 mégawatts thermiques.
On les installe sur des sites industriels. C'est assez petit, hein, ça fait 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres et l'emprise au sol totale dont on a besoin, c'est 3000 mètres carrés. Donc sur un site industriel, c'est très très indolore en fait. Et donc on installe ces réacteurs sur des sites industriels et ils vont produire de la chaleur pendant 20 ans qu'on va directement brancher, si vous voulez, au circuit de chaleur de l'industriel. Nos applications sont principalement les usages de vapeur ou d'air chaud. Donc ça veut dire qu'on va aller parler à 3 très grosses industries très énergivores qui sont l'agroalimentaire, la chimie et la papeterie. Pour l'instant, on ne va pas encore s'adresser aux industries qui sont plutôt autour de 1000 degrés avec la sidérurgie, le verre et l'acier. On peut éventuellement faire certains usages de pré-traitement ou de post-traitement dans ces secteurs-là, mais disons que ce n'est pas notre cœur de marché. Et avec les 3 secteurs dont je parlais, on a un potentiel de 200 réacteurs en France et 1000 en Europe. Donc il y a vraiment une profondeur de marché qui est très forte. Aujourd'hui, peut-être pour terminer sur Jimmy, on se développe donc depuis 2020 avec en particulier une très forte traction commerciale. Donc on a un premier projet de réacteur qui serait installé dans la Marne à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de Reims sur le site d'une sucrerie qui produit également de l'alcool à partir des résidus donc de la betterave et qui s'appelle Cristal Union. Donc pour ce premier réacteur, on a déposé l'an dernier une demande d'autorisation de création auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. La demande est en cours d'instruction et donc on espère avoir une réponse dans les 2 ou 3 prochaines années pour pouvoir ensuite démarrer la construction du premier réacteur et avoir une mise en service d'ici 2030. En parallèle de ça, on a évidemment un pipe commercial puisque, comme je le disais, les industriels sont vraiment en tension sur ce sujet de la chaleur. Et donc nous, aujourd'hui, on a une très forte traction de la part des clients. On a une quinzaine d'études de faisabilité qu'on a réalisées ou qui sont en cours chez des clients. Et on espère confirmer nos 2 prochains clients en France d'ici la fin de l'année. Alors, on regarde un petit peu l'international aussi, mais de manière assez légère pour des questions, je dirais, de bande passante et de concentration. Mais il y a évidemment, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, Europe centrale ou Europe du Nord, un problème aussi et presque encore plus fort qu'en France sur la chaleur, puisqu'il y a un usage du charbon là-bas qui est encore plus massif, enfin qui est massif alors qu'on a quand même plutôt du gaz en France. Et donc, il y a une demande très forte. Très bien. On va parler du scale-up justement dans 2 minutes. Peut-être pour compléter, est-ce que vous cherchez à être opérateur aussi Oui, tout à fait, sur le business model. Donc, en fait, en 2020, quand on a eu l'idée de Jimmy, on a commencé à appeler des industriels, évidemment, en leur disant, écoutez, on a une solution qui fait de la chaleur décarbonée et vraiment pas chère. En revanche, il faut qu'on vous prévienne, c'est du nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et étonnamment, et c'est pour ça qu'on a continué dans le projet de Jimmy, ils ont tous dit oui. En revanche, ce qu'on a compris très tôt, c'est qu'ils veulent n'avoir rien à faire avec le nucléaire, si je caricature. Eux, ils font du sucre, du papier, du Doliprane, etc. Et donc, en fait, ils veulent qu'on fasse tout. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de clé en main. Donc, on s'occupe de tout le licensing, de tout le procurement et la construction du réacteur. On s'occupe de monter aussi le financement, de l'exploiter, de le maintenir et de le démanteler. Et donc, ce qu'on va en fait mettre en place avec l'industriel, c'est un contrat de vente de chaleur sur 20 ans. Et donc là, on s'inspire énormément en fait du modèle des énergies renouvelables. Donc, on signe un contrat d'achat sur 20 ans avec des prix et des volumes qui sont définis à l'avance. Et derrière, nous, on exploite le réacteur. Et sur la partie financement, qui peut aussi être une grosse question sur les SMR, on copie aussi ce que font les énergies renouvelables. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de créer une société de projet pour chaque réacteur qui va apporter les capitaux avec à la fois de la dette et des fonds propres. Et ces fonds propres peuvent être apportés par Jimmy, qui garde quand même évidemment du skin in the game en tant qu'exploitant du réacteur, mais aussi par des fonds d'infrastructure qui voient bien l'intérêt d'avoir un client solide sur 20 ans avec une production de chaleur prévisible avec des prix fixes sur 20 ans. Donc il y a aussi beaucoup de fonds d'infra qui regardent les SMR en ce moment. Ouais, très bien. Effectivement, donc project financing, la base un peu du financement sur la base de PPA, et puis la question d'assurance qui viendra un petit peu plus tard, et on explorera un petit peu les challenges en tout cas que ça peut poser. Je voulais vous faire réagir tous les 3 sur la partie scale-up. On est parti sur une logique industrielle. Donc logique industrielle, ça a aussi suscité
citer un nombre, il en faut passer du N of the kind, de first of the kind to N of the kind. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? De combien quand on parle d'une flotte, à quelle taille de flotte on parle, et en fait comment vous préparez aujourd'hui à pouvoir gérer une flotte? Merci. En termes de flotte, nous, ce qu'on vise en Europe, c'est quelques centaines dans les différents pays européens à horizon 2050. Donc oui, on se prépare à opérer ça. Par contre, ce serait malhonnête de ma part de juste vous parler de l'effet série, et comme l'effet série est vraiment génial, si on arrive à réduire les coûts de 70% par rapport au premier de série. On ne sera jamais sur des volumes de l'ordre de l'automobile ou de la téléphonie mobile, etc. On va toujours rester sur quelques centaines d'unités. Donc pour nous, il est indispensable de pouvoir être rentable dès la deuxième ou la troisième unité. La première, deuxième, elle peut ne pas être rentable. Ok, on parle d'un objet qui, l'ordre de grandeur, c'est une centaine de millions d'euros. On peut se permettre, vu le business plan, d'avoir le premier ou deuxième qui ne sont pas complètement rentables. C'est jouable. Mais on ne peut pas se permettre de devoir attendre 50 unités avant d'être rentable et de devoir financer tout ça à perte. Donc nous, être rentable à partir de la deuxième ou troisième unité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant d'atteindre l'effet série, et d'ailleurs on est assez prudent chez Calogena sur l'effet série qu'on peut atteindre. On prend des chiffres conservateurs par rapport à ce qu'on a d'habitude dans la littérature sur l'effet série. Il est important d'avoir un moyen d'atteindre l'effet série. Donc d'avoir, je suis désolé pour le franglais, d'avoir des early adopters qui sont prêts à attendre un peu plus longtemps tant que la solution soit mise en place, et surtout à payer un peu plus cher. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces early adopters? Nous, ce qui permet effectivement de régler l'équation économique, c'est le facteur de charge. On est sur un business qui est extrêmement saisonnier, les réseaux de chaleur. Nous, on a un enjeu sur le facteur de charge. On vise à être rentable avec un facteur de charge, donc un taux d'utilisation de l'usine, si vous voulez, de 60%. Si on va en Finlande, on sera à plus de 80%. Donc ça améliore énormément les economics du modèle. Le deuxième point, c'est le taux de rendement interne attendu de l'installation. Je suis désolé, ça devient très business, mais le TRI qui est attendu sur l'installation, si vous prenez un TRI de marché de l'ordre de 8, 9, 10%, il y a un prix qui est attendu de la chaleur qui est à un certain niveau. Si vous vous adressez à des municipalités qui eux-mêmes ont un taux de rendement interne, comme c'est le cas en Finlande, autour de 3-4%, puisqu'en fait, c'est la municipalité qui détient le moyen de production, ils n'ont pas besoin d'avoir des taux de marché, c'est un acteur public. Ça améliore aussi énormément l'équation économique. Parce que un des gros enjeux du nucléaire, au-delà des enjeux, des aléas sur la construction, c'est la manière de le financer. Donc si vous avez des clients avec des TRI très faibles, ça réduit énormément le coût du capital et ça rend le business possible. Donc c'est ça aussi, nous qui, au sein du groupe Gorgé, qui nous a convaincus d'avancer là-dessus, c'est que non seulement on a un effet série qui permet d'envisager une profondeur de marché qui est conséquente, plusieurs centaines d'unités à horizon 2050, mais surtout on a ces early adopters qui vont nous permettre d'atteindre cet effet série. Et sur cet effet série, on vise d'atteindre ça après environ la 6e ou 7e unité. C'est pour ça que je vous dis, on est assez prudent. Je ne suis pas en train de vous dire, on fait un réacteur et puis ensuite, si on en vend 100, on va réussir à diviser le coût par 10. C'est pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est notre vision. De ton côté, Mathilde, donc tu parlais de la profondeur du marché français déjà, et puis bien sûr l'Europe en un second temps. Mais quelles sont tes réactions par rapport justement à la gestion de la flotte? Comment on s'y prépare? J'adhère totalement à ce qu'a dit Julien, donc peut-être pour prendre le sujet sur des angles complémentaires. Je pense que cette question de la profondeur de marché, elle est quand même clé pour les SMR. C'est-à-dire que développer un concept de SMR justement trop puissant, pour lequel on aurait une dizaine de clients en France et peut-être quelques dizaines ou une centaine en Europe, moi je pense que c'est dangereux. Parce qu'en fait, ça implique une pression sur le taux de conversion qui serait énorme. Donc je pense que dans les atouts de Jimmy et Calogena, il y a le fait d'avoir une profondeur de marché suffisamment large pour se dire que très facilement et dès le début, on trouve des clients et qu'en fait, ça va pas être ça le problème. Si je caricature un peu, nous, on n'a pas vraiment de problème de marché. Enfin, je te laisserai corriger si t'es pas d'accord, Julien. Mais on a vraiment, en revanche, un problème d'exécution. Et donc, ça fait le lien, je pense, avec l'autre manière de
de regarder ce sujet de l'effet de série. Mettre en place des SMR en série, qu'on parle de quelques unités par an, quelques dizaines d'unités par an ou plus, ça implique quand même un vrai changement de paradigme par rapport à ce qui existe aujourd'hui. À la fois sur la filière industrielle, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, donc je vais pas trop m'étendre, mais il y a quand même aujourd'hui pas de SMR qui sont produits, et chaque SMR est quand même un assemblage de tout un tas de composants plus ou moins complexes, donc il y a une question de supply chain qui doit être capable de délivrer ça. Il y a une question d'autorisation, évidemment. Aujourd'hui, on a une autorité de sûreté nucléaire qui est très compétente et plutôt bien staffée, mais qui aujourd'hui a pas assez de personnes pour aller traiter 10 autorisations de 4 entreprises de SMR par an. Donc, il y a besoin d'un passage à l'échelle aussi sur le côté réglementaire. Ça peut être renforcer les équipes, mais ça peut aussi être adapter la réglementation. On peut penser à tout ce qui se fait sur par exemple dans l'aéronautique ou sur l'automobile, où in fine on certifie des modèles et ensuite on va avoir une espèce d'autorisation un peu chapeau. Aujourd'hui, pour un réacteur nucléaire, c'est un projet, une autorisation entière. Donc il y aura besoin d'adaptation de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a évidemment des questions sur le modèle opérationnel, c'est-à-dire que quand on veut être exploitant d'un réacteur, c'est pas pareil qu'être exploitant de, je dis n'importe quoi, 50 réacteurs, éventuellement 25 en France et 25 ailleurs en Europe. Et donc forcément, il y a des questions de modèle opérationnel et comment est-ce qu'on reste conforme aux exigences qui sont celles d'un exploitant nucléaire sur la maintenance, sur la sûreté, sur la gestion des déchets, etc. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas pour dire que c'est impossible, au contraire. C'est plutôt que pour moi, cette question de l'effet de série, elle s'envisage vraiment en 2 temps, voire même peut-être en 3 temps. Il y a comment j'en sors un premier, et là déjà on a passé un gros cap. Comment ensuite j'arrive à répliquer et à montrer que ça marche avec quelques unités. Et là, il n'y a pas forcément besoin de changements dont je parlais sur la supply chain, sur la sûreté, etc. Et en revanche, comment est-ce que dans un 3e temps, on se met à avoir des dizaines ou des centaines de réacteurs en opération? Là, il y aura vraiment un vrai changement pour moi de paradigme et de structure de la filière à tous les niveaux. Et un besoin d'atteindre une rentabilité très tôt, en fait, dans la... Oui, complètement. Je pense que, en tout cas, concernant Jimmy, on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur que décrivait Julien sur le nombre d'unités à partir desquelles on doit être rentable, le nombre d'unités à partir desquelles on envisage un effet de série. Et je pense, pour être honnête, qu'on ne pourrait pas se permettre d'être tellement au-delà. C'est-à-dire que nous, si on va avoir des investisseurs en leur disant « financez-moi 14 réacteurs parentales, mais je vous promets, le 15e marchera », clairement, on n'a aucune chance. Et donc, c'est aussi, je pense, une considération importante dans les business models de SMR qui se déploient en ce moment, c'est qu'on n'est pas des entreprises publiques. On n'est pas à l'époque où les fonds se déversaient sur le nucléaire que vous voulez absolument pousser. On est dans des contextes budgétaires sur lesquels je ne m'attarde pas, mais qui sont aussi complexes. Et donc, il y a quand même un impératif d'avoir un vrai pragmatisme économique, d'avoir un vrai business model et de ne pas se raconter d'histoires sur le prix de la chaleur, sur le coût d'un réacteur et sur le seuil critique, entre guillemets, pour que l'entreprise puisse voler de ses propres ailes. Alors Emmanuel, moi je serais très intéressé aussi, j'imagine que l'audience aussi, par ta perspective de comment on scale cette filière, comment on l'organise, quelles sont les contraintes en fait pour pouvoir arriver et qu'est-ce que ça veut dire en fait en termes d'organisation industrielle. Ouais. Oui, alors évidemment, on a parlé vraiment très business model et très économie. Je vais revenir à quelque chose de plus que je connais un peu mieux, c'est-à-dire effectivement l'organisation industrielle d'un pays et en particulier ses besoins en compétences qui sont évidemment, dès que vous voulez organiser une industrie et en particulier la mettre à l'échelle, je ne vais pas parler en franglais, la mettre à l'échelle par rapport à des projets tels que ceux qui vous ont été proposés ici, et bien évidemment vous devez compter sur des hommes et des femmes à pas mal de niveaux de formation, depuis l'ouvrier jusqu'aux docteurs, aux ingénieurs,
ingénieurs et cela, il faut aussi que le tissu éducatif des pays soit à la hauteur et soit prêt à faire des changements, même des changements de paradigme, des vraies révolutions, puisque vous le savez, en particulier en France, notre tissu éducatif est largement en soutien à une économie de service et non plus une industrie telle que nous la voyons sur ces projets-là, et pour aller même plus loin, une industrie de haute technologie où là, il y a vraiment des vrais besoins de haute qualité, compétence au niveau formation. Donc ça, il va falloir effectivement, si on veut aller plus loin dans ces projets-là, que l'État en particulier, parce que c'est de sa responsabilité, se mette à l'échelle également dans ces organisations, aussi bien éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, puisque là vous avez effectivement 2 projets qui ont voulu justement ne pas trop innover, etc. Mais d'autres projets, on n'en a pas beaucoup parlé, mais peut-être une petite parenthèse sur les projets de réacteurs à neutrons rapides, qui sont la deuxième partie finalement de ces concepts innovants. Là, pour le coup, vous avez plus un adressage d'usage industriel ou individuel ou sectoriel comme les réseaux de chaleur. Vous êtes en train d'adresser des craintes du public. En gros, qui sont sur les déchets radioactifs qui n'ont pas une bonne presse, et puis aussi sur les matières premières qu'on utilise pour faire de la chaleur et de l'électricité, c'est-à-dire sur l'uranium qui effectivement pose le problème un problème géopolitique, un problème de ressources qui pourrait devenir compliqué. Et donc ces réacteurs à neutrons rapides vont aller adresser ces 2 sujets-là. Et là, vous avez encore des recherches aussi bien sur certains concepts carrément au niveau de la recherche fondamentale et de la recherche technologique. Donc là, vous avez aussi besoin d'un tissu de recherche au niveau du pays qui soit à la hauteur. Et donc, vous devez avoir une organisation que moi j'appelle étatico-industrielle, mais de formation de l'industrie et de l'État qui s'organisent ensemble pour donner les perspectives correctes pour ces projets. Et tu la vois se mettre en place en France ? C'est long, c'est long, c'est pour l'instant des balbutiements. Alors l'industrie se met en ordre de bataille, on va dire. Vous savez que l'industrie nucléaire, alors peut-être vous le savez pas, mais a créé l'Université des métiers du nucléaire, qui est une association qui va essayer d'aller promouvoir, en particulier dans les niveaux techniques et technologiques de notre jeunesse, les métiers scientifiques et techniques de l'industrie nucléaire. Il y a énormément d'associations aussi qui essayent de travailler là-dessus. Je vois moins de gestes, de petits signaux de la part de l'éducation nationale pour peut-être transformer un peu les programmes, par exemple, augmenter le nombre d'heures de physique et de chimie dans les différents niveaux. Et puis, je vois aussi peu de signaux de la recherche. En tout cas, la recherche académique. Alors le CEA, c'est un des grands organismes de recherche, évidemment. Le commissariat à l'énergie atomique fait des choses, mais il va falloir se redresser un petit peu. Très bien. Donc on m'a fait signe par rapport au timing, mais je sais qu'il n'y a pas d'autres présentations pour la prochaine demi-heure. Donc je propose de prendre au moins 5 minutes en plus. J'ai un train, moi. Ah oui, ok. Bon alors, ce qu'on va faire. Donc voilà, on va peut-être prendre 3 minutes. Oui. Bien sûr. Ok, donc on va prendre 1 ou 2 questions, et puis après je vous ferai réagir, peut-être un mot de la fin sur le public acceptance, enfin l'acceptance sociale, comme un des leviers. Oui, alors on va 2 questions, 3 questions. Oui, bonjour, Didier Ohayon de la IEA. Donc moi j'ai une question sur la standardisation, parce qu'un des éléments clés, ça va être que vous allez vendre dans plusieurs pays, et quand on regarde les EPR, les 4 ils sont différents, enfin, ils se ressemblent de loin, mais ils sont loin de se ressembler quand on regarde dans le détail. Et ça va être ce qui est admissible pour un gros réacteur où ça peut encaisser compte tenu des prix. Ça ne peut pas être admissible pour des SMR et encore plus pour des micro-réacteurs. Comment vous adressez ce sujet sur les différents régulateurs ?
Dans le cas de Jimmy, on a des réacteurs qui sont totalement standardisés. C'est-à-dire que ce qui va changer d'un client à l'autre ou d'un site industriel à l'autre, c'est vraiment la toute fin du procédé. C'est-à-dire que nous, on a un circuit primaire à l'hélium et un circuit secondaire au CO2. Et à partir du circuit secondaire au CO2, on vient mettre un échangeur de chaleur qui va s'adresser spécifiquement aux besoins du client. Par exemple, pour notre premier client qui a besoin de vapeur, on a un générateur de vapeur et notre CO2 va permettre de réchauffer la chaleur. Mais en fait, tout ce qui est avant l'échangeur de chaleur ne change pas d'un client à l'autre. Et donc, on a vraiment quelque chose qui est totalement standard à 99%. C'est réglementaire. C'est réglementaire sur la partie nucléaire. Ouais. Comment vous gérez les autorités de sûreté? Oui. Parce que... Effectivement, vous avez raison, c'est l'éléphant dans la pièce. On a en Europe 27 autorités de sûreté pour les pays nucléarisés, 27 pays d'autorités de sûreté différentes. Aux États-Unis, ils ont un marché, USNRC, et c'est tout. Comment est-ce que nous on gère ça? On a lancé un processus de pre-licensing en France, on a lancé la même chose en Finlande. On a la chance quand même que les régulateurs se parlent, mais vous avez raison, les critères ne sont pas toujours les mêmes entre les différents régulateurs. C'est pour ça que nous, c'est important sur les premiers pays sur lesquels on compte se développer, pour nous c'est France et Finlande, de pouvoir avoir un retour très tôt sur notre design et de pouvoir les aligner le plus tôt possible. En faisant ça, on ne va pas résoudre tous les problèmes, on le sait. On sait qu'il sera absolument nécessaire d'avoir une impulsion politique, parce que si vous demandez à chacun des régulateurs de se mettre d'accord entre eux, chacun voudra montrer qu'il a une super idée et justifier son existence. J'espère qu'il n'y a personne de la SNR ici. Mais c'est normal, c'est naturel. Donc ça ne pourra venir que d'une impulsion forte au niveau des États et de l'Europe, de dire on veut... Pourquoi pas une autorité de sûreté européenne? On l'a fait pour les médicaments. Ensuite, c'est décliné au niveau de chaque pays, mais on l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour l'Europe? On veut de la compétition en Europe. C'est l'éléphant dans la pièce, que ce soit dans le nucléaire ou plein d'autres sujets, des éléments de réglementation. Donc, pour nous, en tant qu'industriels, on peut évidemment pousser, faire du lobbying, dire que c'est important. Ça ne viendra que d'une impulsion politique. Et nous, en attendant, comment est-ce qu'on le fait? C'est sur les pays prioritaires. On prend en compte le retour des autorités de sûreté le plus vite possible, on fait en sorte qu'ils se parlent. Et juste, si je peux me permettre, vous le savez, au niveau de l'Europe, il y a l'Alliance européenne des SMR qui s'est construite. Et donc, il y a un groupe de travail justement sur l'harmonisation des autorités de sûreté. Et je rejoins totalement ce que tu dis. Effectivement, il y a un moment donné, il faudra penser, comme on pense peut-être défense européenne, on pourrait imaginer une autorité de sûreté européenne qui est... C'est le but de l'Europe à l'époque, c'était bien de réglementer de manière à harmoniser l'ensemble des nations. Et c'est une idée qui est poussée dans le groupe de travail sur les autorités, dans l'Alliance européenne des SMR. Je peux rajouter un élément sur le fait que surtout il y a des pays qui sont déjà lancés. Je reprends la Finlande parce que vous avez compris que les Finlandais sont très en avance, qui sont en train de revoir leur législation et leur réglementation sur le nucléaire pour justement faciliter l'adoption des SMR. En France, on est en train de le faire aussi, mais les plus volontaires aujourd'hui en Europe, ce sont les Finlandais. Donc il se serait bien d'utiliser ça aussi pour arriver à faire bouger les lignes en Europe. Très bien. Peut-être qu'on pourrait avoir les deux questions en même temps, et puis après évaluer, et puis après on pourra faire d'autres discussions hors session. Et Emmanuel, si tu dois partir, voilà. Alors, il n'y avait pas de conférence prévue au départ après. Finalement, il y en a une. Donc, il faudra quand même qu'on limite un petit peu le nombre de questions. Deux questions, et puis on essaie d'y répondre rapidement. Bonjour, Clément Leroy, cabinet Wavestone. Alors j'avais des questions sur la partie réglementation et sûreté, mais bon, on a déjà beaucoup parlé. Si on dézoome sur US et Chine, est-ce que vous identifiez les mêmes tendances, et en particulier aux US sur tout ce qui est autour de l'électrification, sur le digital, les data centers? Est-ce que les SMR sont une application centrale sur ce sujet? Peut-être qu'on peut prendre aussi en même temps la deuxième question, comme ça. Ouais. Merci, bonjour. Je vais faire vite. Emmanuel Mazurier de l'INERIS. J'avais deux questions en fait. La première, c'est sur la réglementation en complément, c'est-à-dire que comment est-ce que vous envisagez les applications au sein industriel, notamment pour Jimmy?
Parce que finalement, il y a effectivement la réglementation nucléaire, mais il y a aussi les ICPE. Et donc, dans ce domaine-là, il y a sûrement des questions qui peuvent se poser, que nous, on adresse, qu'on commence à adresser, mais qui peuvent être intéressantes parce que... On n'entend plus. Donc je finis. Donc en fait la question c'était de savoir, en complément de la SN, il y a aussi la réglementation ICPE pour tout ce qui va être industrie, avec des éléments qui peuvent être intéressants en opérationnel. Par exemple, est-ce que votre sujet c'est de mettre les SMR au sein même du site industriel, ou est-ce que c'est d'avoir un système qui permet de distribuer plusieurs sites industriels, donc avec un déploiement à côté? Si c'est à l'intérieur, on peut regarder ensemble les sujets qui peuvent être adressés. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à faire du stockage de la chaleur pour les deux solutions en complément de la distribution? Très bien. Peut-être Emmanuel pour la première question, et puis Mathilde et Julien. Rapidement sur effectivement les US et les data centers. Alors, en fait, le marché de l'électricité est différent, comme on l'a dit tout à l'heure, entre l'Europe, je dirais, et les USA. Et donc, on a beaucoup de compagnies, effectivement, aux États-Unis qui essayent d'avoir leur propre producteur d'électricité pour leurs besoins. Je pense qu'en France, on est sur le réseau électrique européen. Et donc, les data centers, ils ont tout intérêt à se brancher sur notre réseau électrique qui est dont la source c'est des gros réacteurs avec quelque chose qui est assez stable. Donc on n'aura pas les mêmes marchés entre les USA, je pense, et l'Europe. Et enfin la Chine pour l'instant elle est en train de faire plutôt de la recherche et développement sur les petits réacteurs. Elle construit d'abord des gros réacteurs partout. Vous avez vu, il y a énormément de contrats qui ont été approuvés, des dizaines de réacteurs nucléaires qui vont être construits dans les prochaines années. Et donc, pour l'instant, elle mise plutôt sur des gros réacteurs pour la Chine. Mais par contre, elle regarde toutes les solutions des nouveaux réacteurs, en particulier les neutrons rapides, les sels fondus, toutes les possibilités, elle les essaye pour être dans les starting blocks au moment où il va falloir trouver justement des marchés et faire de la vraie industrie. Peut-être simplement pour compléter sur l'aspect US, il y a quand même un certain nombre aussi de SMR aux États-Unis qui font les mêmes applications, en tout cas que Jimmy et peut-être que Calogena. Et en fait, ils sont tous en train de s'implanter en Europe. Non, que Jimmy, c'est ça? Que Jimmy, voilà. Merci Julien de compléter. Et ils sont tous en train de s'implanter en Europe où ils arrivent à être compétitifs puisque les États-Unis n'ont pas de problème ni avec la chaleur fossile ni avec le prix de cette chaleur puisqu'ils en ont chez eux. Donc il y a vraiment des acteurs US qui se développent et qui sont en train de venir attaquer très fort l'Europe, donc il faut aussi que la filière française aille vite. Pour répondre sur le sujet des ICPE, donc on s'installe en effet dans l'enceinte des sites industriels. Administrativement, on sépare un périmètre qui devient le périmètre de Jimmy, l'installation nucléaire de base, donc l'INB, et on démontre en fait qu'il n'y a pas d'effet domino dans un sens ou dans l'autre, donc Jimmy ne peut pas agresser le site industriel et les agressions du site industriel n'ont pas d'impact sur Jimmy. Et pour votre deuxième question, on peut s'adresser en effet soit à des monoclients, soit à des plateformes chimiques ou à des sites industriels voisins les uns des autres. Et dans ce cas-là, on peut transporter de la chaleur sur quelques kilomètres. Aujourd'hui, on a à peu près 30% dans nos prospects de cas qui sont dans cette configuration multi-client. Pour répondre sur la partie concurrence aux US, nous, on a la chance, on n'aura pas de concurrence aux US, parce qu'ils ont très peu de réseaux de chaleur. Et effectivement, ce qui est développé aux US, c'est la partie électrogène et la partie plutôt haute température, comme tu le citais. Nous, on a un seul concurrent qui est en Europe et qui est une start-up finlandaise. Ça ne s'invente pas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus et pour vos questions. Merci aux panélistes. Et puis, enjoy the rest of the conference. Merci encore et désolé pour le délai.